Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Diego Sequeira, un journaliste vénézuélien, pour discuter de la situation actuelle au Venezuela. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Merci, Glenn. Snor. Comme nous le savons tous, le Venezuela est le pays qui possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Ce qui est une bonne raison de s'inquiéter lorsque Washington commence à parler de démocratie et de droits de l'homme. Et comme nous le voyons actuellement, les États-Unis, après avoir prononcé quelques discours sur leurs préoccupations concernant la drogue et les droits de l'homme au Venezuela, envoient maintenant des navires de guerre vers les côtes vénézuéliennes. Donc encore une fois, pour les personnes en dehors de l'Amérique latine, comment pouvons-nous comprendre ce qui se passe réellement là-bas en ce moment? Eh bien, toute la justification pour expliquer tous ces mouvements de navires de guerre avec des marines, etc., c'est essentiellement que les États-Unis affirment désormais que l'actuel président, Nicolás Maduro, est à la tête d'un cartel de drogue appelé El Cartel de los Sols, le cartel des soleils, dans le but de l'associer aux hauts gradés de l'armée, aux généraux en gros. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils l'ont en fait déclaré organisation terroriste. Je crois que c'était il y a 2 semaines. Mais le problème, c'est qu'il n'existe aucun dossier documenté au cours de la dernière décennie, voire plus, sur l'existence de ce soi-disant cartel. En fait, c'est aussi la logique qui sous-tend le renforcement de la prime contre le président. Rappelons qu'en 2020 déjà, il y avait une récompense de 25 millions de dollars pour toute information menant à Nicolás Maduro. Dans ce cas, elle s'élève désormais à 50 millions de dollars, bien au-dessus, par exemple, de la prime pour Mohamed al-Jolani, alias Ahmad al-Shara, l'actuel chef de la branche syrienne d'Al-Qaïda. Donc, c'est une course à très gros enjeux. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de mécanismes en jeu derrière tout cela. Et bien sûr, l'évidence, comme tu l'as déjà dit Glenn, ce sont les intérêts pétroliers au Venezuela, ainsi que le fait que le pays possède le plus long littoral de tout le bassin des Caraïbes. Je me demandais quelle quantité de moyens militaires les États-Unis déploient réellement dans la région. Qu'est-ce qui est réaliste? Parce qu'encore une fois, une invasion terrestre semble exclue. Cela ne serait pas suffisant. Est-ce simplement pour exercer une pression? Ou bien les habitants du Venezuela craignent-ils aussi qu'il puisse s'agir d'une frappe de décapitation? Comme vous l'avez suggéré, les États-Unis ont effectivement mis une prime sur la tête du président du Venezuela, et de nombreux efforts ont été faits pour le délégitimer et le criminaliser, traitant essentiellement le président comme s'il était un terroriste recherché. Mais pourquoi? Quel pourrait être l'objectif ou le but de ce renforcement militaire à la frontière du Venezuela? Eh bien, vous savez, je veux dire, quand on parle de toutes ces forces opérationnelles et de ces flottes, des navires de guerre qui s'approchent des côtes vénézuéliennes ou de leurs environs dans le sud des Caraïbes, ce n'est toujours pas clair. Ce n'est même pas clair pour la Maison-Blanche, selon un article d'Axios de Marco Puto, datant d'il y a 2 ou 3 jours, qui affirmait en gros qu'au plus haut niveau, ils ne sont pas complètement sûrs que ce soit bien ce qu'ils disent, à savoir une opération anti-drogue. Mais si c'est vraiment une opération anti-drogue, on n'a pas besoin de toute cette présence militaire. Vous voyez? Mais en même temps, ils disent aussi que c'est un changement de régime, sans toutefois le dire explicitement. Donc officiellement, il est assez difficile de savoir ce qui va réellement se passer. Pour nous, surtout au cours de la semaine dernière, cela a été, bien sûr, pour l'instant, cela ressemble davantage à une démonstration de force et aussi à un test pour voir comment le gouvernement, la société et même la région
réagissent à ce type de mouvement. C'est un peu l'impression que cela donne, ce qui, à mon avis, a suffi à faire passer un message. Je veux dire, ce n'est pas une cible aussi facile et vulnérable qu'ils pourraient le penser. Et ni la société vénézuélienne, ni le gouvernement ne sont entrés dans une quelconque forme de panique. Mais néanmoins, bien sûr, notre président a appelé à une mobilisation nationale et il y a beaucoup de mouvements militaires aux frontières, ainsi que de nombreuses personnes qui s'engagent dans la milice nationale afin de défendre le pays. De plus, vous savez, la mobilisation nationale comporte ces deux éléments clés. L'un est l'aspect militaire concret et l'autre est l'aspect symbolique, psychologique. Et je pense que cela constitue également une réponse indirecte ou factuelle aux États-Unis. Par ailleurs, il y a que disent les acteurs de la région, des acteurs importants, je précise, que disent-ils? Et je pense à Gustavo Petro, l'actuel président colombien, et à Claudia Sheinbaum du Mexique. Ils ont été très catégoriques dans leur opposition à toute forme d'aventure, surtout parce qu'il n'y a aucune preuve concrète. Il y a même un article de Pino Arlaki, je crois que c'est son nom, qui était l'ancien secrétaire de l'ONU-DC. Vous savez, l'agence de l'ONU spécialisée dans la drogue et le crime. En gros, c'est une tribune publiée par l'Antidiplomatico en Italie, d'ailleurs, Glenn, et il dit essentiellement que cela n'a aucun sens réel. Le Venezuela a été l'un des pays les plus efficaces dans la lutte contre le trafic de drogue dans tout l'hémisphère, tout comme Cuba, d'ailleurs, il l'a aussi affirmé. Et il résume en disant que tout cela tourne autour du pétrole. Si les États-Unis étaient réellement préoccupés par le trafic de drogue, les structures narco-criminelles, les réseaux criminels, ils devraient regarder ailleurs, comme par exemple l'Équateur. L'Équateur, ces dernières années, est essentiellement devenu le centre de toutes ces structures criminelles en alliance. Et cela repose sur des preuves concernant le gouvernement actuel de Daniel Noboa, qui fait d'ailleurs partie d'une famille influente d'Équateur, ayant possédé le commerce de la banane. Mais il possédait également toute la chaîne de production et d'approvisionnement de bananes vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc si l'on considère les choses sous cet angle, c'est assez fragile. Mais il y a aussi un précédent qu'il faut prendre en compte. Il faut se rappeler qu'en 2020, lorsque la première prime a été mise sur la tête de notre président, il y a eu une réunion dont Mark Esper, ancien secrétaire à la Défense sous la première administration Trump, a parlé dans ses mémoires. Il a essentiellement évoqué une réunion qui a eu lieu juste après la tentative de coup d'État raté de Juan Guaidó les 30 avril et 1er mai. C'était une sorte de séance de réflexion. Était présent le secrétaire à la Défense, Mauricio Claver Carón, le représentant spécial pour le Venezuela au sein du Conseil de sécurité nationale, Elliot Abrams, ainsi que William Barr, qui était alors procureur général. Et pendant cette discussion, c'est Barr qui a en fait pris la parole et proposé, écoutez, nous ne pouvons pas, en gros je paraphrase, mais il a dit, nous ne pouvons pas, Juan Guaidó n'a pas réussi. Et il n'y a aucun intérêt à présenter cela comme une lutte pour la démocratie. Donc nous avons tous ces problèmes avec Nicolás Maduro et toute cette corruption et tout le reste, quelles que soient les accusations qu'ils avaient, et nous devrions traiter cela comme une affaire criminelle, comme une question de sécurité pour la région et une question de sécurité pour les États-Unis en particulier concernant le trafic de drogue, et ainsi de suite. En fait, il y a eu un rapport rédigé à l'époque par Douglas Farah, DB Consultants, qui a justement inventé le terme « entreprise criminelle bolivarienne conjointe ». Et cela est devenu, pendant un certain temps, le terme stable pour désigner le gouvernement vénézuélien. Il faut dire qu'à l'époque déjà, et aujourd'hui c'est encore plus ambigu,
Ils ne reconnaissaient pas le gouvernement vénézuélien ni notre président comme les dirigeants légitimes du Venezuela. Et ils l'ont clairement affirmé récemment. Je veux dire, Caroline Leavitt, je crois que c'est son nom de famille, la porte-parole de la Maison-Blanche, a en gros manqué de clarté sur l'objectif du groupe de travail, mais elle n'a pas mâché ses mots en mélangeant la question du trafic de drogue avec celle du changement de régime, sans être trop explicite sur l'un ou l'autre point. Voilà donc, en gros, la zone d'ambiguïté dans laquelle nous nous trouvons actuellement. La recherche de légitimité pour entreprendre des actions hostiles, est toujours intéressante, car on voit par exemple la Libye, c'était les droits de l'homme. L'Irak, c'était les armes de destruction massive. La Syrie, bien sûr, des questions de droits de l'homme, et l'argumentation autour des armes chimiques. Il est donc intéressant de constater que l'action militaire contre le Venezuela serait alors légitimée sur la base d'une affaire criminelle, affirmant que le président vénézuélien est à la tête d'un cartel de drogue. Mais une autre comparaison intéressante concerne ce que les États-Unis ont fait ailleurs, lorsqu'ils cherchent à mener des opérations de changement de régime. C'est-à-dire qu'en Libye, ils ont reconnu un gouvernement alternatif. Simplement oui, en choisissant le représentant d'un autre pays. Nous avons vu la même chose en Syrie, avec la reconnaissance de différents gouvernements. Et cela a également été fait bien sûr au Venezuela. Les États-Unis ont déclaré que Juan Guaidó était le véritable dirigeant du Venezuela. Bien sûr, ça n'a pas beaucoup de sens, mais dans une moindre mesure. Nous avons aussi vu la même chose en Biélorussie d'ailleurs. Ce n'est pas une reconnaissance officielle, mais ils font comme s'il y avait un dirigeant alternatif pour la Biélorussie. Là-bas, il s'agit de Sviatlana Tsikhanouskaya. Mais cela soulève tout de même la question. Si les États-Unis cherchaient à renverser le gouvernement ou à exercer une forte pression, à placer quelqu'un à l'intérieur de l'armée, toute forme d'opération de changement de régime, de frappe de décapitation, généralement, ils voudraient avoir quelqu'un en réserve, quelqu'un capable de prendre le relais. C'est en quelque sorte le but d'une guerre de changement de régime. Le Venezuela est-il exposé à cela en ce moment? Existe-t-il des forces puissantes qui cherchent à collaborer avec les Américains pour remplacer Maduro dans le cadre d'un changement de régime? Parce que dans des pays comme l'Ukraine, on construit une opposition claire et puissante. Mais ce genre de travail a-t-il été mené au Venezuela? Je pense qu'il y a deux choses en jeu ici. Premièrement, cela concerne même l'expérience personnelle de Trump avec le Venezuela et la façon dont il a été, c'est d'ailleurs mentionné dans les mémoires de Bolton, la façon dont il s'est senti dupé par l'opposition vénézuélienne. Maintenant, je ne suis pas sûr si c'était Bolton ou Esper, peut-être Esper, car c'était une analyse beaucoup plus sobre, partielle mais néanmoins sobre et moins égocentrique. Mais en gros, il s'est senti dupé par l'opposition vénézuélienne, surtout à cause de ce qu'ils ont raconté à leurs propres responsables, au département d'État et au Conseil de sécurité nationale, sur la facilité avec laquelle il serait possible de renverser le gouvernement vénézuélien, à quel point il était faible, qu'il était à ses derniers jours, et qu'il ne s'agissait que, vous savez, d'une simple poussée, et ce serait terminé. Et bien sûr, cela ne s'est pas produit. Nous parlons de quelque chose qui s'est passé il y a 6 ans. Donc, il y a cela, il y a le scepticisme de Trump à propos du Venezuela. Non seulement à propos des acteurs vénézuéliens, mais aussi des acteurs américains concernant le Venezuela, en l'occurrence Rubio lui-même. Je pense que, et en parlant de Rubio avant d'entrer plus en détail sur lui, il a déjà quelqu'un qui est leur atout depuis longtemps. Et je peux dire qu'il s'agit dans ce cas d'un atout direct de Marco Rubio, à savoir Maria Corina Machado. C'est un personnage très caméléon. Elle s'est désormais déclarée aussi libérale que Milei.
Elle est assez proche du parti Likoud en Israël. Elle est probablement alignée, idéologiquement parlant, avec les figures les plus antagonistes à travers le monde. Et bien sûr, elle a soutenu même les mesures les plus draconiennes contre nos propres migrants aux États-Unis. Voilà donc votre figure de proue. Le fait est qu'elle n'a pas pu se présenter comme candidate à la présidence. L'année dernière, ils ont donc essayé de présenter un candidat de substitution, ce qui ressemblait davantage à de la maltraitance envers une personne âgée qu'à une manœuvre politique. C'était Edmundo González qui a essentiellement perdu l'élection. Mais bien sûr, ils ont dû créer une situation conflictuelle et essayer de faire de tout ce chapitre une question de décompte, de fraude et autres, afin de continuer à délégitimer le gouvernement vénézuélien, comme s'il était totalement impossible que Nicolás Maduro gagne une élection, ce qu'il a effectivement fait. Donc ils ont bien quelqu'un en réserve, cette femme. Mais en même temps, je ne sais pas à quel point Trump fait confiance à l'opposition vénézuélienne à ce stade. Probablement pas du tout. Et donc, il n'y a pas de plan ou de personne clairement désignée pour le lendemain. Pas encore du moins, car ils n'ont même pas reconnu officiellement que cela pourrait être une opération de changement de régime, ou peut-être une manœuvre de pression pour un changement de régime. Donc, ce point n'est pas clair. Mais aussi, en parlant maintenant de Marco Rubio, voici ce qu'il faut prendre en compte concernant le contexte vénézuélien. Trump joue un double jeu avec le Venezuela. Du moins, c'est ce qu'il fait depuis qu'il a commencé en janvier. Il a un envoyé spécial dans ce cas, qui est Rick Grenell, et ensuite, il y a le département d'État dirigé par Rubio. Rubio, dans ce cas, est McNamara en Colombie. C'est censé être notre ambassadrice en Colombie, représentant les intérêts américains au Venezuela. Ce sont donc les deux principaux canaux que le Venezuela a avec les États-Unis ou que les États-Unis ont avec le Venezuela. Et ils jouent des jeux différents. Je veux dire, Rick Grenell a même réussi à conclure certains accords, comme par exemple la libération de certaines personnes qui étaient emprisonnées ici, des citoyens américains au passé très douteux. Mais néanmoins, les États-Unis voulaient leur libération, et ils l'ont obtenue, en signe de bonne volonté. Il y a eu un échange impliquant ces personnes, ainsi que la libération de 252 citoyens vénézuéliens détenus illégalement au Salvador. Tout cela, c'est l'œuvre de Grenell. De plus, le récent renouvellement des licences de Chevron, ici au Venezuela, leur propre licence dans le cadre du programme de sanctions, a également été le fait de Rick Grenell. Mais d'un autre côté, il y a la position plus dure de Rubio. Mais Rubio n'est pas tout seul dans son camp. Il représente également plusieurs structures de pouvoir, pas seulement celle qui est évidente, à savoir le groupe de pouvoir du sud de la Floride, mais aussi les intérêts sionistes. Comme vous le savez, l'AIPAC a publié des messages indiquant que John Ratcliffe et Marco Rubio étaient leurs favoris et leurs alliés à la Maison-Blanche. Donc je pense, c'est mon intuition ou l'impression que j'ai après tout cela, et après avoir vu ce que nous avons vu jusqu'à présent, je pense qu'en réalité, Trump, et vous n'avez pas entendu Trump dire quoi que ce soit directement à ce sujet, à propos de cette task force, à propos de ces navires de guerre dans le sud des Caraïbes. Vous ne l'avez pas entendu. Mais vous avez beaucoup entendu Rubio. Donc je pense aussi que c'est Trump qui laisse cette voie à Rubio pour voir jusqu'où il peut aller et s'il va réussir. S'il voit des chances de véritable succès, il va probablement retenir l'initiative et commencer à en faire une affaire Trump. Mais pour l'instant, cela ne semble pas être le cas. Néanmoins, Marco Rubio est très occupé à visiter la région et à créer une sorte de coalition de volontaires, qui est actuellement composée essentiellement de l'Argentine de Milei, du Paraguay, toujours partant, de Trinité et Tobago, de la Guyane,
et j'en oublie peut-être, mais c'est en gros la coalition de volontaires que Marco Rubio essaie de mettre en place afin de, on ne sait pas trop quoi. Mais nous avons des preuves claires de la présence de tous ces navires, sous-marins et 4000 marines, ce qui n'est pas une force significative près de nos côtes. Donc, d'une certaine manière, on peut supposer qu'ils créent toute une atmosphère, tout un climat, de la même façon qu'ils ont essayé de le faire aussi dans les médias. Comme je te l'ai dit avant qu'on commence l'enregistrement, des gens d'ailleurs, des gens bien informés, me demandent réellement ce qui se passe au Venezuela. Est-ce que vous allez vraiment entrer en guerre en ce moment? La loi martiale est-elle en train d'être déclarée? Beaucoup de, vous savez, beaucoup de bêtises. Ce qui, bien sûr, a à voir avec, ça explique ce que les médias traditionnels doivent manigancer, et aussi les réseaux sociaux. Et même, je pourrais même imaginer des tirs amis dans tout ça, dans les groupes Telegram et autres. Vous voyez, comme si certains jouaient contre leur camp par rapport à ce qui se passe ici au Venezuela en ce moment. Voilà où nous en sommes. Mais aussi, si vous allez un peu plus loin et que vous regardez certains passionnés d'OSINT qui suivent réellement les mouvements navals, vous avez par exemple il est maintenant au Panama, en train de traverser le canal de Panama, mais il sera bientôt près de nos côtes. C'est l'USS Lake Erie, qui dispose de missiles guidés par laser d'une grande précision, entre autres équipements. Mais ce destroyer sera en réalité hors service pour le prochain exercice budgétaire. L'exercice budgétaire se termine en septembre, si je ne me trompe pas. Alors, que va-t-il réellement se passer avec ce destroyer? Par ailleurs, selon les amateurs d'OSINT, il y a la Task Force Iwo Jima, composée de 3 navires de guerre qui ont quitté Norfolk il y a environ 10 jours. Elle était censée embarquer les marines en Caroline du Nord, puis se diriger vers le Venezuela, mais cela ne s'est finalement pas produit. Un itinéraire de 12 heures leur a pris environ 10 jours. Et puis ils sont retournés à Norfolk parce qu'à ce moment-là, la semaine dernière, il y avait une menace d'ouragan à cause de l'ouragan Eddie. Nous sommes maintenant en pleine saison des ouragans dans les Caraïbes. Donc c'est un peu étrange si l'on regarde ce qu'ils font réellement. C'est pareil avec les exercices actuellement dans le sud de Porto Rico. Donc, si on prend la situation telle qu'elle est aujourd'hui, cela ressemble beaucoup à de la mise en scène, à de nombreuses opérations psychologiques en cours, et à beaucoup de tests de la région, et probablement de la psychologie de la société et du gouvernement en ce moment. Mais c'est la situation au 1er septembre. Il est difficile de prévoir la suite. C'est intéressant ce que tu as dit à propos de Trump, qui pourrait prendre du recul et laisser Marco Rubio diriger les choses. Mais il s'agit de la dynamique du pouvoir aux États-Unis. Il vaut la peine de se demander si c'est ainsi qu'on lui présente la guerre, car il m'a semblé, par exemple, lors de l'attaque contre l'Iran, qu'on avait survendu à Trump la facilité avec laquelle on pourrait obtenir un changement de régime, qu'il suffisait, tu sais, d'éliminer une partie de la direction politique et militaire, et soudainement, les gens descendraient dans la rue pour se débarrasser du régime tant détesté, accueillant leur agresseur comme un sauveur. Et bien sûr, nous ne voyons rien de tel. Mais encore une fois, cette exagération sur le mépris supposé envers le gouvernement et la prétendue volonté du peuple de se soulever pour le renverser et accueillir à bras ouverts les envahisseurs américains. Il est important d'obtenir l'approbation de la guerre aux États-Unis. C'est pourquoi il est souvent judicieux d'observer ce qui se passe à l'intérieur du pays pour voir si des signaux d'alerte apparaissent. Mais je voulais poser la question suivante. Si les États-Unis lancent une attaque dite du nez ensanglanté, c'est-à-dire frappent légèrement le Venezuela et menacent essentiellement, si vous ripostez, la punition sera bien plus sévère. Que se passe-t-il alors?
Le danger, c'est toujours de finir comme beaucoup de pays du Moyen-Orient qui se font bombarder de temps en temps. Comment penses-tu que le Venezuela réagirait à cela? Ont-ils la capacité de riposter? J'ai entendu parler de discussions sur des programmes de drones au Venezuela, mais je ne sais pas si ces informations sont exagérées. Quelles sont leurs capacités et comment penses-tu que le Venezuela les utiliserait s'il y avait une frappe limitée de type coup de semonce ou une autre forme de démonstration de force? Pas une invasion totale, mais tout ce qui s'en rapproche. Bien sûr. Eh bien, comme on peut s'y attendre, la doctrine actuelle du Venezuela, la doctrine bolivarienne, adopte essentiellement, face à une superpuissance comme les États-Unis, une approche asymétrique. En même temps, le Venezuela dispose de défenses aériennes importantes. Ce n'est pas aussi simple qu'avec d'autres pays de la région. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles cela s'est arrêté. En 2019, il y a également eu une tentative d'exercer une pression militaire depuis le Brésil et la Colombie. L'armée brésilienne s'y est en réalité opposée, non seulement à cause des complications et des implications que cela aurait pu avoir, mais aussi à cause des défenses aériennes. Un autre facteur était qu'ils auraient perdu la profondeur stratégique de leur propre doctrine militaire qui repose sur l'Amazonie. Ils ont donc été dissuadés de cette manière. C'est-à-dire que ce n'était pas la meilleure des idées. De plus, vous n'avez pas la Colombie en ce moment comme plateforme. Du moins, vous n'avez pas le gouvernement colombien aussi disposé qu'il l'était en 2019-2020. C'est d'ailleurs pour cela que Marco Rubio mise autant cette fois-ci sur le Guyana et Trinité et Tobago. Et en réalité, c'est là que réside l'un des principaux dangers, de mon point de vue. Mais il faut aussi prendre en compte un autre élément concernant les réactions possibles des États-Unis. D'abord, parallèlement à toute cette surenchère des 2 dernières semaines, il y a eu des complots terroristes successifs qui ont été déjoués. Tout au long de l'année, le ministre de l'Intérieur a parlé de 20. Je me souviens d'au moins 10 qui ont été rendus publics lors de conférences de presse avec un grand nombre de connexions, y compris dans l'un d'eux un SEAL actif d'origine chicano. C'était en septembre de l'année dernière, d'ailleurs. Le plus récent remonte à environ 3 semaines. Ce qui impliquait d'ailleurs des structures criminelles albanaises originaires d'Équateur. Cela concernait également des réseaux criminels au Venezuela ainsi que les factions extrémistes de l'opposition. Il y avait même un plan pour faire exploser, avec 3 kilos de TNT, une nouvelle place située dans un quartier très animé de Caracas. Cette place, d'ailleurs, rend hommage au jour de la victoire de l'Union soviétique contre les nazis, et possède également une flamme éternelle alimentée par sa propre bonbonne de gaz. Imaginez donc ce qu'une tentative d'attentat de cette ampleur aurait pu signifier dans un endroit comme le Venezuela. Je pense donc qu'il y a toujours eu un élément manquant ici, à savoir le conflit interne qu'ils recherchaient. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire maintenant de manière codée par couleur. Cela nous amène donc à cet autre élément. De quelle manière le Venezuela pourrait-il se défendre? Il m'est difficile de trop m'avancer, d'aller trop loin, comme par exemple riposter précisément avec des drones ou autre chose, l'un de ces navires, ou dans le cas d'un débarquement ou autre. Le gouvernement a été assez clair sur le fait que toutes les forces américaines qui arriveraient sans invitation sur nos côtes trouveraient assez facile d'entrer, mais il ne serait pas aussi facile d'en sortir. C'est essentiellement l'une des principales déclarations que l'on peut entendre de la part de nombreux responsables politiques et militaires à ce sujet. Mais en même temps, bien sûr, ils ont averti que cela pourrait être une catastrophe majeure. Cela aura des répercussions mondiales et surtout des répercussions régionales qui sont loin d'être évaluées à l'heure actuelle.
Donc je ne suis pas sûr. Je pense que ce serait un mélange de réponses asymétriques et peut-être en partie proportionnées, de manière défensive. Mais je ne sais pas jusqu'où cela irait. Et je ne sais pas non plus quels seraient les plans économiques ou énergétiques dans ce cas, car ils sont probablement aussi prévus ici. Et je ne suis pas en mesure de donner un avis éclairé à ce sujet. Mais ce serait un mélange de ces trois éléments, si vous voulez mon avis. Eh bien, vous avez évoqué tout à l'heure d'autres pays d'Amérique latine. Ainsi, l'Argentine, par exemple, pourrait faire partie de la coalition des volontaires pour s'en prendre au Venezuela. Bien sûr, le Venezuela a toujours eu une relation difficile avec la Colombie, mais il y a maintenant un gouvernement très différent en place, donc il ne semble pas que ce soit le cas actuellement. Mais en ce qui concerne les réponses possibles du reste de la région, indépendamment de leur relation avec le Venezuela, car le Venezuela entretient des relations difficiles dans la région, n'y aurait-il pas, malgré cela, pour des pays comme le Brésil et d'autres, une certaine prudence face à une véritable attaque? Je veux dire, toute la région a un passé très lourd d'impérialisme américain, de changement de régime, d'invasion ou simplement d'attaques en tout genre. Personne ne voudrait vraiment ouvrir cette boîte de Pandore, car dès qu'on commence à inviter ce genre d'aventurisme militaire, la région pourrait très vite se transformer en un nouveau Moyen-Orient. Alors, dans quelle mesure cela entre-t-il en ligne de compte? Parce que même les pays qui ne tiennent pas particulièrement à cœur le Venezuela ou le gouvernement Maduro resteraient malgré tout méfiants. Cela ne semble pas être une bonne idée d'introduire cela en Amérique latine. Oui, vous en êtes probablement conscient, mais l'unité latino-américaine a été une constante historique depuis ses débuts, depuis le commencement de l'indépendance. En réalité, les premiers pères fondateurs de l'indépendance n'ont jamais pensé à 23 pays différents. Ils imaginaient simplement une région entière. C'est donc l'une des forces historiques qui s'est également enracinée dans l'histoire latino-américaine depuis lors. Bien sûr, l'opposé de cela, c'est l'approche plus évidente du panaméricanisme, du type doctrine Monroe. Et actuellement, l'Amérique latine, je pense, est dans une très mauvaise posture concernant cette question précise. Parce qu'il y a, oui, un noyau de nations radicalement souverainistes et indépendantes, comme le Venezuela, Cuba et le Nicaragua. Pas la troïka de la tyrannie, comme Bolton l'appelait à l'époque. Et puis il y a aussi le Mexique, qui est assez proche. Ils ont également leur propre doctrine de politique étrangère, la doctrine Estrada, qui dit essentiellement qu'ils s'opposent à toute forme d'ingérence étrangère dans les pays souverains de notre hémisphère. Le Mexique ne participera à aucune de ces aventures. Et oui, le Brésil a une politique très prudente à ce sujet. Peut-être que nous n'avons pas la meilleure relation en ce moment. Mais pas la pire non plus. Je n'ai rien entendu venant de Lula ou d'Itamaraty, le ministère des Affaires étrangères, mais à un moment donné, ils devraient et ils vont dire quelque chose. Et je ne pense pas que ce sera ambigu. Mais c'est le cas du Brésil, bien sûr, où l'on observe la même menace pour eux. Et c'est pareil pour la Colombie en ce moment. Il y a aussi le fait que, par exemple, la Colombie compte 7 bases militaires américaines officielles et 2 non officielles. Le Pérou possède plusieurs bases militaires et navales. Le Chili aussi. Donc, d'une certaine manière, ils sont déjà présents. Ils n'ont pas besoin d'envahir directement. Et vous savez, comme le disait Charles Johnson, l'unité impériale précédente était la colonie, en ce qui concerne l'impérialisme européen. Mais dans le cas des États-Unis, l'unité impériale serait la base militaire. Donc ils sont déjà là. De plus, dans les Caraïbes, nous avons Curaçao, à moins de 100 000 de notre côte, qui est une colonie néerlandaise. Donc c'est aussi un territoire de l'OTAN.
terrain de l'article 5, si vous voulez mon avis. Et beaucoup de ces navires s'y arrêtent aussi, d'ailleurs. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus spectaculaire. Pensez à Milei, par exemple. Pensez à Nayib Bukele. Pensez à ce nouveau type de leadership qui n'est pas seulement pro-américain, il est complètement subordonné. C'est presque comme des employés des États-Unis dans ce cas. Et aussi Dina Boluarte au Pérou. Le prochain président bolivien sera du même genre. Et le Paraguay, bien sûr, a toujours été ainsi. Le Paraguay étant d'ailleurs un centre très puissant du trafic de drogue, un hub du commerce de la drogue. Donc je ne suis pas optimiste pour la région dans ce sens. Et je suis presque certain que de nombreux pays, ceux que j'ai mentionnés, vont probablement le justifier et le soutenir. Le Premier ministre de Trinité et Tobago a déjà dit qu'elle le ferait, qu'elle permettrait à Trinité et Tobago de servir de base contre le Venezuela. Elle l'a déjà dit. Nous avons aussi le Guyana. Il y a beaucoup de détails, mais nous avons le différend de l'Essequibo avec le Guyana à notre frontière. Est-ce qui, bien sûr, pour faire court, concerne un territoire vénézuélien revendiqué depuis le 19e siècle. Il nous a été pris par les Britanniques. Cela passe par l'ONU dans le cadre d'un accord de 1965 et 1971, l'accord de Genève, qui était censé instaurer une approche de bonne volonté entre les parties. Et depuis 2015, ExxonMobil et les gouvernements guyanais successifs explorent les frontières maritimes qui sont contestées entre le Venezuela et le Guyana depuis lors. Donc, c'est comme la tempête parfaite. Et Irfan Ali, l'actuel président du Ghana, est aussi très proche de Marco Rubio et de tous ces milieux en Colombie et ailleurs. Il a collaboré avec Ivan Duque de Colombie dans de nombreuses affaires. Donc, ce sont, je veux dire, ils vont même au-delà de simples intermédiaires. Ce sont en fait des employés subalternes des États-Unis. Cela va donc saper toute réponse unifiée de la région. Il y a le Venezuela, et je pense le Honduras, qui assure actuellement la présidence pro-tempore de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, qui est l'autre organisation, l'organe d'origine, créé comme contrepoids à l'OEA, dont le Venezuela ne fait pas partie, qui appelle à une réunion. Ce serait donc aussi un bon indicateur pour mesurer la façon dont la région réagit réellement à cela. Mais malheureusement, à ce stade, j'espère me tromper, je ne suis pas optimiste quant à une réponse unifiée de la région. Oui, cela donne des raisons de s'inquiéter. Mais ma dernière question concerne simplement le contexte plus large de ce que le Venezuela a traversé ces dernières années en termes de sanctions, car elles ont été assez destructrices, notamment pour l'économie, mais aussi en entraînant de nombreux décès, ainsi que l'émigration de beaucoup de personnes. Je pense que c'est pertinent, car les États-Unis ne se sont pas simplement réveillés aujourd'hui en décidant d'envoyer leurs navires de guerre au Venezuela. Je me demandais si vous pouviez parler du régime de sanctions imposé au Venezuela et de certaines de ses conséquences. Notez que les sanctions, le premier décret exécutif, ce que nous appelons le décret Obama, a été pris le 9 mars 2015, à peu près au même moment où la situation s'envenimait avec le Guyana d'ailleurs. Et cela m'a aussi rappelé quelque chose. Il y a, j'ai oublié le nom du journaliste, mais c'est du Washington Post. Ça s'appelle The Money Wars. C'est vraiment très intéressant et je le recommande vivement. Il affirme en fait que la contraction économique du Venezuela est comparable à 4 cracks de 1929 lors de la Grande Dépression. Cela vous donne une idée de l'ampleur de l'impact sur l'économie vénézuélienne, le niveau de vie des Vénézuéliens, le processus politique vénézuélien, le tissu social vénézuélien, tout. Et il ne s'agit pas seulement de sanctions. Car bien sûr, cela a commencé, comme cela commence toujours avec n'importe quel pays qui a été sanctionné.
Comme vous le savez, cela débute par des sanctions contre certains responsables gouvernementaux pour des violations des droits de l'homme ou autre chose. Puis cela s'aggrave de plus en plus jusqu'à ce qu'il commence à cibler des secteurs critiques, exactement comme l'administration Trump l'a fait en 2017. C'était le 24 août, et je crois que c'était le décret présidentiel 13808, qui était en fait la première fois que l'industrie pétrolière était spécifiquement visée par des sanctions. Ensuite, ils ont sanctionné l'or. Ils sont même allés jusqu'à sanctionner une crypto-monnaie que nous avions essayé de créer à l'époque. Et c'est là que la principale tragédie, en termes de sanctions, s'est produite. Je veux dire, ce furent les pires années. Nous avons connu une inflation de 3000% à un moment donné. Nos revenus pétroliers ont chuté de 99% pendant ces années-là. Nous avons dû nous réinventer de nombreuses façons, tout comme le gouvernement. Cela a également poussé le gouvernement à diversifier son économie et à rebondir comme il l'a fait depuis. Mais avec les sanctions, Glenn, il y a aussi eu toute une série d'expériences. Si l'on y réfléchit, cela fait 10 ans que ça dure, voire 11 si l'on compte à partir de 2014. Car le premier soulèvement codé par couleur contre Nicolás Maduro en février 2014 a en réalité servi de matière première à la loi qui a créé les sanctions un an plus tard. Et après cela, nous avons eu par exemple un pouvoir législatif qui est devenu incontrôlable, stimulé bien sûr par des acteurs étrangers. Nous avons également eu un pouvoir exécutif parallèle. Ils essayaient de créer toutes ces institutions parallèles pour transférer de manière spectaculaire la souveraineté du Venezuela à ses structures ad hoc. Nous avons aussi connu une tentative d'obstruction, une tentative de mercenaires pour assassiner notre président en 2020. Tout cela s'inscrivait dans le cadre de la campagne de pression maximale à l'époque. Ensuite, l'année dernière, nous avons eu une tentative de style plus démocrate qui s'appuyait en fait sur des ONG et des intermédiaires afin de nier les résultats électoraux. Et maintenant, nous en revenons à cela. Donc il ne s'agit pas seulement des sanctions, qui, selon un rapport de Mark Weisbrot et Jeffrey Sachs, ont causé environ 40 000 morts. Nous parlons de cela, et le rapport date de 2019, notamment en ce qui concerne les maladies curables, les greffes d'organes et d'autres problèmes qui n'ont pas pu être traités auparavant. Avant cela, le Venezuela avait le salaire le plus élevé de tout l'hémisphère. Nous étions le pays le plus prospère. Et soudainement, nous sommes passés de 100% à 0. Et puis, bien sûr, les difficultés étaient aussi dues à nos propres faiblesses, à nos propres contradictions, à nos propres lacunes de longue date. Ils ont exploité toutes ces faiblesses pour provoquer l'effondrement. Peu importe à quel point nous avons été proches de cela, cela ne s'est pas produit. Ils n'ont pas réussi, et je ne pense pas qu'ils réussiront cette fois non plus, compte tenu du mal qu'ils sont réellement prêts à nous infliger. On verra bien. Je veux dire, comme je l'ai dit, je ne suis pas... Trump fait aussi ici un calcul qui est très domestique. Je pense à un commentaire que tu as fait, une remarque que tu as faite plus tôt. Rubio représente aussi la Floride. La Floride est en quelque sorte le modèle de gestion gouvernementale, non seulement à cause de la crise du Sud et du Congrès, comme ils les appellent. Je veux dire, on parle de Carlos Jiménez, Maria Elvira Salazar, Mario Diaz-Balart, mais aussi Susie Wiles vient de Floride et Mike Waltz vient de Floride. Et la Floride, en réalité, c'est un modèle de gestion turbo-capitaliste. C'est un État FIRE, c'est-à-dire finance, assurance et immobilier. Et elle possède aussi actuellement les pires lois du travail de tout le pays. Donc la Floride représente beaucoup de choses pour l'administration Trump, mais aussi au Congrès et également sur le plan électoral.
Et n'oublions pas que nous avons des élections de mi-mandat l'année prochaine. Donc, je pense que tout cela se résume à ces variables que nous avons ici. Et aussi, je pourrais citer tellement de facteurs qui sont tous liés et la façon dont ils ont été instrumentalisés ou déformés à cause des sanctions et des distorsions économiques qui en découlent. Et puis, accusé de corruption, un pays qui cherche des moyens de ne pas se noyer, s'étouffer ou être bloqué afin de continuer à vivre et de préserver un minimum de normalité, de souveraineté et d'indépendance aussi. Donc pour conclure, étant donné qu'il ne s'agit plus d'une approche wilsonienne de l'élaboration des politiques, mais d'une approche rooseveltienne. C'est un peu comme, je crois que c'était Kissinger dans Diplomacy, il appelait cela la charnière entre ces deux types de projections de puissance, le type rooseveltien et le type wilsonien. Vous savez, le wilsonien consisterait à répandre la démocratie et la liberté, c'est la responsabilité des États-Unis, mais Roosevelt se concentre essentiellement sur nos intérêts et sur la manière de les protéger, quels que soient les moyens employés. Même dans le cadre de la doctrine Monroe, même dans le cadre du corollaire Roosevelt. Ce qui revient essentiellement à dire que nous n'allons pas commettre d'agression dans la région. Mais si un gouvernement, je paraphrase ici, si un gouvernement est incapable de résoudre ses propres problèmes, il se peut que nous devions intervenir et les résoudre nous-mêmes, en gros. C'est en partie la logique de la corollaire Roosevelt ici. Donc, on se retrouve un peu à ce point-là d'une manière très compliquée parce qu'on a ce raisonnement expéditionnaire de base avec les sanctions et toutes les approches humanitaires et narratives que nous avons. Donc, la question reste ouverte, du moins pour l'instant, au 1er septembre, pendant qu'on enregistre ceci. À mon avis, il ne va rien se passer cette semaine. Cela va juste se traduire par de la pression et du discours, mais peut-être pas de manière cinétique. Mais attendons de voir. Il y a quelque chose de grotesque là-dedans, en ce qui concerne les hitmen économiques qui déstabilisent le pays. Et puis, une fois que la catastrophe se déroule, on attribue cela uniquement à la mauvaise gestion du pays par les dirigeants politiques. Et on utilise ensuite cet argument pour justifier un changement de régime. C'est un peu comme ce qui se passe au Moyen-Orient, quand ils attisent les rivalités armées entre différents groupes, puis appellent à une intervention humanitaire, une fois que les larmes de crocodile coulent. Mais, avant de partir, je voulais vous demander, où les gens peuvent-ils vous trouver pour suivre votre travail? Parce que vous êtes aussi un journaliste très prolifique. Vous produisez énormément de contenu. Alors, où peuvent aller les gens? Tout d'abord, la première étape est missionverdad.com. La plupart de notre travail est en espagnol. Je le traduis ou orinocotribune.com traduit également beaucoup de nos articles. Personnellement, je collabore aussi avec de nombreux médias. Cela dépend du moment, cela dépend de l'opportunité. Que ce soit Press TV, parfois The Grey Zone, parfois d'autres médias. Mais l'endroit central serait Mission Verdad, ce qui signifie Mission Vérité, en anglais. C'est un jeu de mots très chaviste, en lien avec le contexte chaviste, mais ce serait le principal endroit où aller, non seulement pour mon travail, mais aussi pour celui de l'équipe, qui est bien plus laborieuse que moi. Ils sont toujours à l'œuvre, tout le temps. Donc ce serait l'endroit à consulter. Nous avons été assez shadow banned sur X, donc nous ne l'utilisons plus beaucoup ces temps-ci. Nous avons une chaîne Telegram très prolifique, que j'invite tout le monde à suivre. Merci beaucoup pour cela. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et oui, c'est évidemment un plaisir de vous revoir. Oui, ravi de te revoir, Glenn, quand tu veux.